Merci pour cette présentation élogieuse. Alors, quand on l'écoute, après vous devez vous dire, il va nous faire un discours apocalyptique en chinois sur l'année 2016 pour l'économie française. Écoutez, comptez sur moi pour démentir le pronostic. Effectivement, j'ai une habitude. J'essaie de... on dit sur les marchés financiers, enfin, les analystes contrariants. C'est-à-dire, j'essaie toujours de voir dans l'opinion minoritaire, dans celle qui a été négligée, mise de côté par les marchés, par le consensus, voir qu'est-ce qu'il y a dans cette opinion rejetée, les éléments qui pourraient émerger demain et qui se révéleraient justes et fondateurs. Moi, alors le titre, on va essayer d'oublier aussi Perspective 2016 pour la nouvelle économie française. D'abord, je vous félicite d'être aussi nombreux pour venir. Il est 19h30, avoir un analyste financier qui va vous faire un topo d'une heure sur les indicateurs qu'il faut attendre dans l'économie française en 2016. Enfin, c'est chapeau. Je vais faire tout sauf ça. Voilà. On pourra après, si vous voulez, parler du PIB, où est-ce qu'il faut l'attendre en 2016, etc. Non, moi, mon point, en fait, j'ai essentiellement une chose à vous dire. Le mot-clé, en face de la dislocation du monde que nous vivons, c'est dévolution. C'est-à-dire... Nous voyons, je vais reprendre, essayer d'être un peu empirique, un peu britannique là-dessus. Alors que nous sommes bardés de contraintes, de réglementations, de niveau de dette, nous sommes bardés aussi d'une psychose collective, enfin en tout cas d'une psychologie collective extrêmement négative, pessimiste, etc. Nous sommes le pays qui a envoyé avec les États-Unis le plus de start-up au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Ça peut vous paraître dérisoire ou anecdotique, mais c'est monstrueux. Il n'y a aucun autre pays, à part les États-Unis, qui ont placé plus de 100 entreprises, 100 start-up dans cette grande réunion mondiale des meilleures start-up, des start-up les plus innovantes du moment. Et les troisièmes sont très loin derrière. L'Allemagne, je crois que l'Allemagne, c'est 6 fois moins que nous. 6 fois moins. Enfin, alors même que nous sommes bardés de contraintes, de passifs existants et à venir, je vais revenir sur le déficit des 70 milliards, nous plaçons un nombre de champions, de futurs champions, qu'aucun autre pays, à part les États-Unis, n'égale. D'ailleurs, la phrase « La France est avec les États-Unis le seul pays qui » est une phrase que vous pouvez continuer de décliner sur plusieurs aspects. En deux, un dans la science, un autre dans l'ordre militaire. Je vois que nos armées sont représentées ici et je les salue. Dans l'ordre scientifique, il n'y a que les États-Unis et la France qui sont capables d'avoir une recherche sismique qui couvre le monde entier, c'est le BRGM, qui fasse que nous pouvons détecter un tsunami avant qu'il arrive, un tremblement de terre sous les mers avant qu'il arrive. Vous parlez d'une excellence scientifique mondiale, elle est là. Nous sommes, avec les États-Unis, le seul pays au monde à déployer une force de porte-avions nucléaire, à propulsion nucléaire. J'y reviendrai tout à l'heure, j'ai passé 10 jours sur le porte-avions qui s'appelle opportunément le Charles de Gaulle. Je peux vous assurer que ne passer que 24 heures là-dessus, fait dire que si on est encore capable de faire cela technologiquement et humainement, c'est qu'on est loin d'être mort, on bouge encore et on est prêt à aller très loin. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi je mesure comme entrepreneur d'abord, comme conseiller d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprise, mais aussi comme époux d'une fonctionnaire ou fonctionnaire qui est magistrat, mesure à quel point notre pays
arrive en ce moment même au bout de son modèle, en termes de capacité à le financer et capacité à le faire tenir debout. Nous arrivons au bout du modèle top-down. Et émerge, et la nouvelle donne de l'économie numérique est en train d'accélérer cette possibilité, émerge la possibilité, ce que j'appelle la dévolution, c'est-à-dire rendre le pouvoir de normer, le pouvoir de décider de son contrat de travail, le pouvoir de décider de son travail, le pouvoir même, et j'ose le dire devant les forces armées et monsieur le préfet ici présent, le pouvoir même d'assurer sa sécurité. Hélas, on ne peut plus, on ne doit plus tout attendre du haut, on ne peut plus, on ne doit plus tout attendre de l'État. Je vais vous prendre 3 exemples très concrets. L'un, je pense que j'aurais pas beaucoup de monde contre moi, c'est l'éducation nationale. C'est la réforme Peillon, puisqu'il fallait que une personne qui a passé sa vie à gravir des échelons d'un parti, d'une association, d'un syndicat, etc., se retrouve bombardé ministre de l'Éducation nationale. Il a fallu qu'il attache son nom à une réforme. C'était la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme a été décidée tout en haut, dans l'entre-soi d'un cabinet ministériel discutant avec des syndicats, les syndicats qui avaient, avec même un syndicat qui avait lui-même envoyé dans le cabinet ministériel des gens à lui pour s'assurer que tout se passe bien. Et dans cet entre-soi de 8, 10, 12 personnes, nous allons imposer aux 36 000 communes de France, on va voir, et vous allez voir de quel bois nous allons nous chauffer si jamais vous ne suivez pas nos instructions, un bouleversement des rythmes scolaires, des familles, des communes, leur budget, les espaces, les géographies. Ça, c'est fini. Je pense que ça a été un tel échec, cela a été tellement coûteux pour les deniers de l'État, pour le moral des chefs d'établissement, des professeurs qui devaient gérer cela, une fois et la dernière fois. Les prochaines réformes de l'éducation nationale, nous le savons, il ne s'agit pas d'une affaire de gauche, de centre, de droite. Elles se feront du bas vers le haut. Elles se feront avec la réalité du terrain. Elles se feront en responsabilisant pleinement les chefs d'établissement, les familles, j'allais dire les clients de ce service. Je vais sur un autre domaine qui est celui de la sécurité. Il se trouve qu'une semaine avant les attentats du 13 novembre, il y a une réunion qui s'appelle les Rencontres de Gouvieux, c'est à Chantilly, qui réunit chaque année des chefs d'entreprise, des professionnels, des gens qui sont intéressés par l'industrie de la défense, sécurité, ce qui est mon cas, et des personnes que je ne citerai pas, de nos chefs d'état-major, commandants des bataillons, que ce soit des forces spéciales, GIGN, etc. Enfin bref, cyberdéfense, ce que l'on fait de mieux en termes de sécurité en France. Et ces grands professionnels de la guerre et du renseignement nous avaient décrit par le menu, ce qui allait se passer. Ils ne connaissaient pas l'heure, ni le lieu, mais ils nous avaient décrit par le menu, allant jusqu'au prix moyen de la Kalachnikov, du nombre de Kalachnikov qui circulent en France, etc., donnant la prochaine fois la propagande anti-française est de plus en plus lourde sur les réseaux sociaux. La prochaine fois, ils iront au plus simple, centres commerciaux, salles de spectacle. Ils nous avaient décrit par le menu. Et un officier supérieur, habitué des assauts pour neutraliser les terroristes, nous avait envoyé une slide qui était très claire. Ça s'appelait la courbe de létalité, la courbe de mortalité lors d'une intervention, enfin lors d'un acte terroriste. Et cette courbe, les 20 premières minutes, que ce soit Mumbai, Nairobi, ce qui aurait pu être le Thalys, etc., la mortalité est énorme dans les premières minutes.
Et ensuite, dès que les forces de l'ordre arrivent, la menace est neutralisée et les morts s'arrêtent. Et ce très grand professionnel de ces guerres-là nous disait, moi je suis très content si on triple mon budget, si on me donne plus de moyens, on fera un travail encore meilleur. Mais les 20 premières minutes, on essaiera d'être là les 15 premières minutes, mais on ne sera pas là. Donc il n'y a pas d'autre moyen, si vous voulez demain assurer la sécurité du plus grand nombre, que l'on crée les voies et les moyens d'une défense citoyenne, que les citoyens, d'une façon ou d'une autre, puissent s'approprier, sous le contrôle de l'État, attention, hein, on ne parle pas de... il suffit de prononcer le mot milice en France pour dire non merci. Les exemples sont suffisamment frais dans nos mémoires, ou la mémoire de nos parents, pour dire non, il ne s'agit pas d'avoir des gardes, des milices, des polices privées, mais que le citoyen reprenne, lui aussi à sa charge, les moyens et les possibilités de sa sécurité. Moi, le Thalys, je le prends quasiment toutes les semaines. Vous voyez, on a oublié cet incident. Moi, je n'ai pas oublié qu'il y a 4 personnes qui se sont levées, qui ont neutralisé le barbare, qui allait tuer peut-être autant, voire plus de monde que dans le Bataclan. Les 4 personnes qui se sont levées, c'était 2 Américains, un Franco-américain et un Britannique. Pardon, mais ils étaient où les Français? Ils étaient où les Allemands? Ils étaient où les Belges? Nous arrivons au bout de cette culture-là aussi. Cette culture, et je ne vais pas faire intervenir monsieur le préfet ici, mais on ne peut pas tout attendre de l'État. L'État, c'est nous. C'est nous aussi. La prise en charge de notre sécurité, la façon dont nous allons éduquer nos enfants en contrat avec les établissements, ça passe par nous d'abord. Et je prends le dernier exemple qui est celui de l'entreprise. Peut-être l'exemple que je connais le mieux. Là, je fais des incursions dans des domaines qui sont un peu les miens, mais quand même pas totalement. Alors, on moque beaucoup, j'entends la contre-propagande sur vous allez encore nous jeter à la figure le Code du travail suisse qui fait 120 pages. C'est faux, il en fait 38. Il en fait 120 avec les annexes. C'est quoi le Code du travail suisse? Et le nôtre, vous savez, fait 3800 pages, gonfle chaque année. C'est paralysant. Je n'ai pas le temps de vous parler de mes expériences de petit employeur. Si quand même, depuis mon BlackBerry, avec ma fille Mazarine à côté de moi, nous sommes le 1er août, pas très loin, dans les Côtes-d'Armor, j'envoie un email à une de mes salariés pour dire, écoute, ma chère, ça serait vraiment bien que s'il te plaît, que tu suives les instructions, que tu arrêtes de hurler sur les uns, sur les autres, etc., et que tu te conformes, que tu t'adresses au N+1. Et 2 jours après, j'ai un accident de travail, un médecin coupable, pas complice, coupable, un médecin qui dit accident du travail, maladie professionnelle, et mon avocat qui me dit Édouard, là t'es mal parce que le contrat, c'était des Britanniques, le contrat était mal rédigé, donc cette personne qui était en CDD pour 9 mois, on est en risque sur 14 mois d'indemnité. Le droit du travail français, pour vous assurer, il vous arrive de façon très, très vive à la figure. Quelle est la solution? Elle est très simple. Rendre le pouvoir, la dévolution du pouvoir, sur ceux qui savent faire. Que organiser, ça passera peut-être par un référendum, le fait que le contrat de travail entre adultes consentants s'impose à une convention collective d'une branche qui puisse donner des guides, dire attention, nous dans notre industrie, voilà telle spécificité, on ne peut pas faire plus. Qu'il y ait au-dessus, en structure faîtière,
un code du travail de 40 pages qui disent voilà les grands principes, pas d'esclavagisme, pas de travail des enfants, attention Mais nom d'un chien, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, nous les entrepreneurs et nous qui cherchons un travail. Et si c'est plus un CDI, si c'est un CDD, mais qui me donne des droits au fur et à mesure que j'avance, eh bien, so be it, mais s'il vous plaît, faites-nous confiance. La seule chose que je demande, c'est un travail, c'est un contrat avec mon employeur. Et je peux vous assurer que si on commence par faire ça, eh bien, ce pays finira très vite par tangenter votre taux de chômage de 7,2%, et ensuite celui de l'Allemagne, et ensuite celui de la Grande-Bretagne qui est à 5%. La dévolution, c'est ça. C'est bring back the power, enfin voilà, c'est rendre le pouvoir de décider, d'avancer, j'aime pas vers le bas, mais sur le terrain, sur les agents. They know better. Ils savent mieux. Ils savent mieux, ils savent plus que l'entre-soi. Je ne veux pas fusiller ici le modèle de cogestion à la française, mais enfin, on voit bien que nous arrivons au bout de cela aussi. Quand j'entends le président de la République dire que nous allons consacrer 2 milliards d'euros supplémentaires pour faire sortir des statistiques 500 000 jeunes, pour leur donner une formation aux métiers d'avenir. C'est quoi les métiers d'avenir? C'est cosmonaute sur Mars? Moi, les métiers du présent, il y a 300 000 jobs qui attendent aujourd'hui dans les métiers de bouche, dans l'hôtellerie, dans les tourneurs-fraiseurs, j'ai oublié la liste. Ce n'est pas des métiers d'avenir, ça. C'est tout de suite. 2 milliards supplémentaires de formation, alors que nous avons ce monstre qui s'appelle la formation professionnelle, qui coûte 32 milliards d'euros chaque année à la collectivité. Mais enfin, on ne peut pas recommencer par travailler d'abord le terrain, aller voir d'abord, sonder d'abord ceux qui savent, ceux qui font. Bon, pardon, je peux passer une heure, si vous voulez, sur les risques qui menacent de nous submerger aujourd'hui. Si vous voulez, on va laisser la place aux questions. Il y a une crise financière qui arrive. Je l'ai écrit, je le dis. Elle arrive très vite. C'est la croissance chinoise qui s'essouffle. Le pétrole, je vais vous parler du pétrole. Le pétrole a injecté du pouvoir d'achat pour nous, pour nos entreprises, pour nos ménages, très fortement. Simplement, aujourd'hui, on tape des seuils où ça met en danger un grand nombre de pays, un grand nombre d'entreprises et beaucoup de projets d'épargne. Je vous donne un seul chiffre. Aujourd'hui, l'industrie du gaz de schiste est en train de sauter, mais de voler en éclats aujourd'hui. Parce qu'en dessous de 30 $ le baril, elle est devenue une absurdité économique. Vous savez combien d'argent est parti se loger pour financer des projets de gaz de schiste et pétrole de schiste aux États-Unis? 1600 milliards de dollars. C'est 300 milliards de dollars de plus que l'argent qui s'était logé dans les subprimes américains. Nous avons quelque chose de très significatif qui arrive là. Il y a beaucoup d'argent qui a été perdu, qui a été brûlé. Je passe sur la croissance chinoise. Je passe sur le fait que la Chine, je connais bien la Chine pour diverses raisons, notamment mon livre publié là-bas, qui m'a ouvert les portes de beaucoup d'institutions chinoises, notamment des institutions publiques. J'ai voyé cet été le commissariat au plan chinois qui vient chaque année, et chaque année j'organise une expédition en France pour voir des entreprises, quelques ministres, Et il me disait, Édouard, on n'a pas réussi Il me disait deux choses. On commence à être inquiet, nos chauffeurs de taxi, nos agriculteurs font plus les taxis, s'occupent plus de leurs terres, ils jouent en bourse. Ça, on n'aime pas ça. On va leur envoyer un signal. Quand j'ai vu ce qui s'est passé au début de l'été, je me suis dit, tiens, il y a un signal qui est envoyé par le comité central chinois, et effectivement, je crois que c'était piloté par Pékin. Simplement, la chose leur a échappé.
Ça, c'est un game changer. Pour la première fois, les forces du marché, en fait, pour la première fois, le gouvernement central chinois a une créature, a une dynamique économique qui lui échappe, qui s'appelle le marché. L'autre chose que disait le commissariat au plan, c'était on n'est pas sûr d'avoir réussi notre pari, d'avoir relancé la Chine par la consommation intérieure. Donc on va être obligé de faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire de l'export. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour booster l'export? Eh bien, on fait baisser la monnaie. Le groupe Michelin a fermé 3 de ses usines en Europe, notamment du fait de cette déflation chinoise qui arrive. Les menaces sont là. On peut se parler aussi de la crise des... J'aime pas le mot migrants, pour différentes raisons. La crise des réfugiés en Europe, qui démarre. Tout cela vient nous saisir. J'ai une conviction très profonde, qui n'est pas que celle d'un homme de foi. Vous pourrez le lire dans mon livre. On ne s'est pas beaucoup parlé du pape François, que j'ai eu la chance d'accompagner à New York, justement pour porter son message sur l'économie. Une économie aujourd'hui qui est un peu déshumanisante, parce qu'elle est très financiarisée, très digitalisée, qu'elle met de plus en plus d'êtres humains sur le côté. Mais je reviens à la France. C'est pas uniquement l'homme de foi, c'est que il se passe quelque chose d'important dans notre pays, qui n'est pas une révolution. On devrait avoir Mélenchon à 50% dans les sondages si nous voulions renouer avec ces démons-là. C'est pas le cas. Il y a un pays qui est en train de se relever, qui a envie d'en découdre, mais qui a envie d'en découdre avec le réel, qui a envie d'en découdre pour ses enfants, qui a envie d'en découdre pour qu'on ait des jobs, pour que la croissance soit là. Et cette envie-là, je la sens, je la vois dans les comportements des entrepreneurs. Prenez votre territoire. 7% de chômage pour un territoire dont on pourrait dire là, il n'est pas sur les grandes routes. Alors, pardon, c'est pas le résidu breton, on n'y est pas, hein, mais il n'est pas sur les. Est-ce qu'il n'est pas un peu enclavé? Est-ce que, oh là là, l'agriculture? Oui. Vous alignez combien de leaders mondiaux? Commencez par Lactalis, les fromageries Belles sont pas loin. Il y a des leaders européens de transport, il y a Gruau, il y a 7% de chômage. Si on fait confiance aux gens du terrain, des territoires, est-ce qu'il ne peut pas se passer quelque chose? J'ai fait la même conférence dans un territoire, je ne vais pas dire qu'il vous ressemble, parce qu'il est diamétralement opposé à vous, mais qui est l'Alsace, où le taux de chômage est similaire au vôtre, et pour des raisons assez semblables. Tissu d'entreprise, on ne se raconte pas des histoires. PME familiales, PME qui peuvent devenir des leaders mondiaux. PME familiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire économie concrète, humaine. Ça veut dire on investit dans la durée. On n'est pas stock optionnisé, on peut l'être, mais on ne travaille pas à 6 mois. Un autre signe, si cela peut vous paraître décousu, mais je me suis arrêté pour déjeuner chez des amis à Évron. Évron, c'est le séminaire d'une communauté catholique qui s'est installée. Et un des pères, qui est d'ailleurs ici dans la salle ce soir, me dit, vous voyez, Évron, c'est pas une grosse ville, hein. Vous voyez, c'est quand le séminaire s'est installé, il y a 18 mois, mais avant, toute cette bâtisse-là, c'était vide. Et la ville en parlait comme le cadavre au milieu de la ville. Il se passe des choses sur votre territoire, il se passe des choses dans notre pays qui sont porteuses d'espoir. Maintenant, je reviens à notre histoire, à l'histoire du... Vous savez, c'est pas... Le phénix français, c'est pas que 1958, c'est pas que 1940. Ça puise très profond dans notre ADN, très très profond. Ça a plus de 1000 ans, cette histoire-là. Si vous regardez l'histoire de France, et c'est Charles V, c'est Saint-Louis, c'est Henri IV, c'est toujours la même histoire.
un peuple qui a une capacité à se déchirer, à douter de lui-même, à s'éparpiller, à devenir parfois médiocre, voire sanguinaire entre soi. On n'a pas attendu 93, les guerres de religion, c'était quelque chose. Mais à un moment, il refait l'unité, et là, mais il est juste imbattable. Il est juste inatteignable. Ce moment est en train d'arriver. Et ce n'est pas une histoire d'homme providentiel. Ça, on le cherche toujours et on est souvent déçu. L'homme providentiel demain, c'est plutôt celui justement qui assurera la dévolution, qui rendra les clés, le pouvoir à ce peuple, à ces agents économiques qui ont des capacités supérieures. Et vous voyez, ce n'est pas un hasard si nos entrepreneurs, notre économie est particulièrement agile dans l'économie du numérique. Pourquoi ? Parce que dans le numérique, il faut être rapide, il faut être démerde, c'est-à-dire débrouillard, système D, il faut être ingénieur, ingénieux, il faut savoir parfois, non pas, pardon monsieur le préfet, non pas sortir du cadre des règles, mais parfois jouer avec, avancer. Ben ça, c'est le génie français. Moi, je crois que nous sommes à la veille de cela. Non seulement je le crois, mais je le vois. Mon principal vœu pour 2016, ben, c'est que nous arrivions vite en 2017. Voilà. C'est parce que cette alternance-là, qui n'est pas une alternance gauche vers la droite, gauche vers tout ça, ce sont des mots qui n'ont au fond plus beaucoup de sens, et en tout cas plus beaucoup de réalité, en tout cas une réalité qui ne percole plus avec ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est plus arriver vite à 2017 pour qu'il y ait un ou des candidats qui proposent justement ce nouveau contrat social. Plus du haut vers le bas, arrêtez Paris, d'une certaine façon. Arrêtez. Redonnez-nous un peu les clés et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça s'appelle, dans l'histoire d'une vieille dame qui s'appelle l'Église catholique, ça s'appelle le principe de subsidiarité. Le curé de la paroisse, il est chef de sa paroisse. Si le pape vient, si un cardinal vient, c'est d'abord lui qui sait et qui met en œuvre. Voilà, je voulais vous faire part de tout cela. On est très loin du taux de PIB pour 2016. Je peux aussi vous en parler. On est un peu loin, je vais peut-être faire de très mauvaises ventes de mon livre tout à l'heure, on est un peu loin de l'année que j'ai vécue avec et autour du pape François et de ce qui s'est passé, du message qu'il a porté à New York, à Washington, avec son encyclique pour l'environnement, et aussi les voies et les moyens pour faire émerger une économie qui remette l'être humain au cœur et non plus à la périphérie. Je voudrais, pour susciter des questions ou un désir, non pas d'achat, mais un désir de dialogue, juste citer deux de ces phrases qui sont dans mon livre et que j'ai reprises à mon compte. Et j'en ai peut-être pas assez parlé, mais c'est: aujourd'hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité de la loi du plus fort où le puissant mange le plus faible. On considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation qu'on peut utiliser et ensuite jeter. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation et de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes. Il y a une réalité très inhumaine dans une partie de l'économie mondiale aujourd'hui, surfinanciarisée, surdigitalisée. Comment est-ce qu'on reboucle avec nous, avec la France, dans ces enjeux mondiaux ? Là, c'est pas uniquement la foi, c'est aussi l'histoire et aussi la réalité géographique et même démographique. Ces idées-là, elles sont très européennes. C'est-à-dire l'idée d'un humanisme européen. Il est chrétien, il est judéo-chrétien, il est européen au sens large. Il y a des fraternités qui ne sont pas nécessairement religieuses ou de foi, qui sont des humanismes réels. Ils constituent l'Europe.
hein, et je les englobe dans ce que j'appelle cet humanisme européen. Pourquoi l'Europe va si mal aujourd'hui ? Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai fait plein de choses. J'ai poussé un plan Marshall pour l'Europe. J'ai travaillé avec George Soros pour qu'on, je peux le dire ici, on est dans un entre-soi, pour que ce soit Jean-Claude Juncker qui préside la Commission européenne, pour qu'il y ait un plan d'investissement européen à 300 milliards d'euros. Malheureusement, il a accouché d'une souris. Pourquoi l'Europe va si mal ? Parce que la France est absente. L'Europe va mal parce que la France va mal. Ça, je le vis, pas quotidiennement, mais toutes les semaines à Bruxelles. L'Europe va mal parce qu'au moment de se tourner vers la source d'inspiration, vers le pays qui porte et incarne le mieux le projet européen, il n'y a personne. Il y a un pays englué dans ses déficits et qui raconte des histoires aux autres, qui se raconte des histoires. Les idées européennes, et même le succès de l'Europe face aux défis des flux migratoires, le succès de l'Europe, il arrivera lorsque la France aura repris sa place. Le général de Gaulle aura repris son rang. Vous savez, il a eu cette phrase qui ouvre ses mémoires. Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Alors 20 fois séculaire, peut-être qu'il exagérait. Mais enfin, il y a un lien spécial qui nous unit aux grandes affaires du monde. Ce n'est pas uniquement le siège que nous avons encore au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le fait que tout ce qui se passe en Europe dépend de nous. Et quand vous dites ça à des Britanniques, des Allemands, ils hurlent, ils disent « Ah, die große Frankreich », c'est encore ces Français. Mais après, dans la même phrase, quand on n'est pas là, ils disent « Mais qu'est-ce que vous foutez, les Français ? J'ai besoin de vous pour défendre cette idée. » Ça, c'est le sous-langage d'Angela Merkel. Où êtes-vous ? Je ne veux pas être trop long, je crois que j'ai déjà été beaucoup. Nous sommes un pays à part, par son histoire, par sa géographie et sa démographie. Sa géographie, nous sommes la rencontre de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Et nous allons l'être de plus en plus. En fait, on dit, oh, c'est incroyable, il y a deux pays qui ont des universalismes, la France et les États-Unis, parce que la Révolution américaine, parce que la Révolution française. Moi, je vais un peu plus loin. Il y a deux pays mondes, c'est-à-dire deux pays qui concentrent les forces, mais aussi les violences et les maux MAUX du monde, c'est la France et les États-Unis. Et je renvoie à la présence croissante d'autres civilisations, d'autres formes de civilisation, d'autres religions que celles qui étaient de souche en France. Ce qui se passe ici, ce qui va se passer ici, aura des conséquences très importantes sur tous les autres. Je vais pas aller plus loin, mais quand même, le 13 novembre, la tragédie, la violence, là, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des neveux, des cousins, enfin, c'est les visages de nos enfants ou de nos petits frères, nos petites sœurs, enfin, ça peut être vous demain, et monsieur le préfet le sait. Bon, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose chez nous, même si ça a été très timide. On recommence à chanter la Marseillaise, ici et là. Les drapeaux ont peu pavoisé à la demande du président de la République, mais il y a eu des taches bleu, blanc, rouge, ici et là. Hier, on avait honte de sortir le drapeau. Ma fille est à Sciences Po le lendemain du 13 novembre. Sciences Po qui n'est pas exactement le culte du patriotisme ou du nationalisme le plus exacerbé. Dès le lundi, ces jeunes, moyenne d'âge 20 ans, chantaient la Marseillaise sur la suggestion de son directeur qui est très classique Sciences Po. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose aussi chez nos voisins. Prenez les couvertures des médias, mais c'est fou. Enfin, les attentats à Londres
à Madrid, c'était le 10e de l'émotion et des couvertures médias, dans The Economist, dans... Pourquoi ? Parce que quand on touche à la France, en fait, il y a une résonance qui est bien plus forte que si c'était un autre pays. Je vous dis tout ça, pardon, de façon peut-être décousue, mais l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, il y a les... Vous savez, hein, on n'est pas loin des mers, il y a l'écume des vagues et il y a les courants de fond. Moi, me font penser que nous sommes à la veille de quelque chose comme une renaissance française. Et des spécialistes de renaissance vous diraient que les renaissances sont toujours précédées de ruptures technologiques très fortes qui viennent remettre en cause beaucoup d'acquis, beaucoup de... Ben voilà, je crois que nous sommes appelés à cela. Je crois que ça se passe en ce moment. Je crois qu'il ne faudra pas se rater l'an prochain. Il ne faudra pas se rater l'an prochain sur qui est celui, quelles sont celles, quels sont ceux qui nous proposeront cette dévolution-là. Mais si nous rendons le pouvoir au génie français, je pense qu'on peut aller très très loin. Je vous remercie.